Bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier le comité organisateur de l'AMCAR pour ce magnifique congrès. Alors, afin d'illustrer le propos de mon exposé, je voudrais d'abord commencer par vous décrire le cas de ce patient de 60 ans, porteur d'une sténose valvulaire aortique avec une fraction d'éjection préservée. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive au milieu en bas, le gradient de pression est de 46 mm de mercure, la vitesse maximale est de 4-5 mètres par seconde, et vous remarquerez que cela a été obtenu par la sonde PEDOF ici dans une coupe parasternale droite. Et donc, ces paramètres sont compatibles avec une sténose aortique serrée. Toutefois, lorsqu'on évalue la surface valvulaire aortique à l'aide de l'équation de continuité, vous remarquerez que celle-ci est de 1,24 cm² et même indexée, on se trouve encore au-dessus de 0,62 cm² par mètre carré. Et donc finalement, il y a une certaine discordance entre la surface valvulaire aortique qui est compatible avec une sténose aortique modérée et le gradient ou les vélocités qui sont compatibles avec une sténose aortique sévère. Et si l'on reprend les recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2021, on s'aperçoit qu'en fait, celle-ci ne traite pas vraiment de cette situation, puisqu'on parle de 4 catégories principales. Les hauts gradients concordants, dans lesquels, pour les surfaces infracentimétriques, plutôt pour les gradients supérieurs à 40, on a toujours des surfaces infracentimétriques. Il parle des sténoses aortiques à faible flux et faible gradient, paradoxal si la fraction d'éjection est préservée, ou classique si la fraction d'éjection est altérée. Et enfin, les sténoses aortiques à faible gradient mais flux préservé, qui sont habituellement considérées comme étant des sténoses aortiques modérées, puisque leur pronostic est globalement plus favorable. Alors, si l'on reprend le travail de Miners qui illustre la relation entre la surface valvulaire aortique sur le graphique de gauche et le gradient de pression en abscisse, et sur le graphique de droite, la surface valvulaire aortique et la vélocité maximale, en définissant les cadrans par les valeurs cut-off des guidelines actuelles, la figure permet de visualiser les situations concordantes et les situations discordantes. Et finalement, on s'aperçoit que le cadran supérieur droit correspond à cette situation de sténose aortique à haut gradient paradoxal, dans lequel le gradient de pression et les vélocités sont élevés et la surface valvulaire aortique est plutôt rassurante. Et en fait, dans cette étude de Miners, cela correspondait à 1% des patients, mais je signale toutefois qu'il avait inclus des patients avec une surface de moins de 2 cm², donc des sténoses aortiques vraiment très modérées, et qu'il avait exclu toutes les insuffisances aortiques qui, comme vous l'avez compris lors de l'exposé précédent, sont évidemment des situations dans lesquelles on peut avoir un haut gradient et une surface valvulaire aortique supracentimétrique. Alors, il existe en fait 3 études qui permettent peut-être de mieux comprendre le pronostic de ces patients, et je dis bien peut-être. Et chronologiquement, la première étude est celle de Vulesevic, qui est une étude canadienne prospective sur une cohorte de patients initialement asymptomatiques, porteurs d'une sténose valvulaire aortique pure, c'est-à-dire sans insuffisance aortique, d'origine dégénérative et avec fraction d'éjection préservée. Et comme vous pouvez le voir sur la courbe en bleu, ces patients porteurs d'une sténose aortique à haut gradient discordant ont en fait un pronostic qui est à peu près le même que celui des sténoses aortiques avec un haut gradient concordant, et qui est en tout cas nettement moins bon que les sténoses aortiques modérées représentées en rouge. Seconde étude de notre ami Christophe Tribouillois, qui est ici présent, qui est une étude qui a évalué de manière rétrospective 2700 patients. Tous ces patients présentaient un gradient de plus de 40 mm de mercure, et parmi ceux-ci, 95 patients avaient une sténose aortique à haut gradient discordant. Et dans cette étude, qui est en fait une étude qui a utilisé une méthode d'appariement par propension en raison du déséquilibre des populations, et bien dans cette étude, ces patients avec une sténose aortique à haut gradient discordant avaient même un pronostic qui était plus péjoratif que les patients à haut gradient concordant, et l'explication était donnée dans ce même article. Ces patients étaient opérés à la fois moins souvent durant le follow-up, c'est je pense 77 sur 87 si je lis bien, et étaient opérés de manière plus tardive, 26 versus 13 mois. Donc finalement ces patients étaient considérés par les médecins qui les prenaient en charge comme ayant des sténoses aortiques modérées. On avait moins recours à la chirurgie et cela se traduisait finalement par un surcroît de mortalité chez ces patients.
Troisième étude qui est un petit peu, je vais dire, discordante, elle aussi d'ailleurs, c'est une étude en provenance de Singapour dans laquelle on a évalué ces patients avec sténose aortique à haut gradient discordant, et chez ces patients, le pronostic en fait était assez superposable à celui des sténoses aortiques modérées. Dans cette étude, il y avait 29 patients dans le bras des sténoses aortiques discordantes, 95 dans l'étude franco-belge et environ 27 dans l'étude canadienne. Donc finalement, un nombre de patients relativement faible qui est en tout cas en partie expliqué parce que dans ces études, les insuffisances aortiques avaient été exclues. Alors donc finalement, on se retrouve avec un doute quant à la signification de la sténose aortique à haut gradient discordant. Est-ce une sténose aortique sévère ou est-ce une sténose aortique modérée? Et pour cette raison, nous avons souhaité réaliser une étude avec la collaboration de Marie-Annick Clavel à l'Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec, une étude dans laquelle nous avons inclus 3500, pas 350 000, 3500 patients rétrospectivement. Ces patients avaient une surface valvulaire aortique inférieure à 1,5 cm², une vélocité pic d'au moins 2,5 mètres par seconde et un gradient moyen au moins de 25 mm de mercure. Les causes de haut débit réversibles avaient été exclues, mais nous n'avons pas exclu les patients qui avaient une insuffisance aortique concomitante, et nous avons vu d'ailleurs que ces insuffisances aortiques concomitantes sont extrêmement fréquentes dans les rétrécissements aortiques. Alors, premier résultat intéressant, c'est qu'avec ces critères d'inclusion, on a retrouvé, c'est le morceau de tarte en gris, que 160 patients étaient porteurs de ces sténoses aortiques à haut gradient discordant, correspondant à près de 5% de la population. Et si l'on s'intéresse uniquement aux patients porteurs d'un haut gradient, eh bien ces patients représentaient 11,6% de la population, ce qui veut dire qu'au moins un patient sur 10 porteur d'un haut gradient a une sténose aortique à haut gradient discordant. Et la raison pour laquelle nous avons eu évidemment un chiffre plus élevé dans cette étude, c'est d'une part parce qu'on n'a pas exclu les régurgitations aortiques, et d'autre part parce que le critère d'inclusion c'était moins d'1,5 cm² et non pas moins de 2 cm² comme dans l'étude de Miners. Alors, excusez-moi pour la lourdeur de cette diapositive, mais si l'on regarde la deuxième colonne qui correspond aux sténoses aortiques au haut gradient discordant et la cinquième colonne, on peut voir que ces patients sont un peu plus jeunes que les sténoses aortiques à haut gradient concordant, qu'ils sont un peu plus souvent de sexe masculin, ils ont le même profil ou à peu près le même profil en termes de comorbidité, ils sont tout autant symptomatiques, seuls 17% de nos patients étaient asymptomatiques, pour 16% pour les sténoses aortiques à haut gradient concordant, et de manière intéressante, il n'y avait pas de différence significative en termes de BMI ni en termes de taux d'hémoglobine. En ce qui concerne les données échographiques, eh bien, par définition, ces patients avaient une vitesse de plus de 4 mètres, en l'occurrence 4,6, avaient un gradient moyen de 50 mm de mercure et une surface valvulaire aortique en moyenne de 1,26 cm². Alors, de manière peut-être un peu non surprenante mais intéressante, le volume d'éjection systolique de ces patients approchait les 70 ml par mètre carré, alors qu'il était de l'ordre de 40 ml par mètre carré pour les hauts gradients concentriques. Et le Doppler Velocity Index, c'est-à-dire l'index de perméabilité, le rapport des TVI sous-aortiques et aortiques, était à 0,28, ce qui est compatible avec une sténose aortique modérée. Il y avait un petit peu plus de bicuspidie et la fraction d'éjection était un petit peu plus élevée de manière significative. Alors, cette diapositive est évidemment cruciale puisqu'elle nous montre la survie de ces patients. C'est la courbe du bas en brun avec une analyse de Cox ajustée pour tous les paramètres que vous voyez listés ci-dessous. Et vous pouvez voir en fait que le pronostic de ces patients est globalement le même que celui des patients porteurs d'une sténose aortique à haut gradient concordant. Il en va de même pour la survie sous traitement médical, ces patients évoluant beaucoup moins bien que les sténoses aortiques à bas gradient et que les sténoses aortiques modérées. Alors, pourquoi le pronostic de ces patients est-il finalement aussi médiocre? Bien sûr, le gradient de pression est celui qui induit la surcharge hémodynamique, ce n'est pas la surface, c'est le gradient de pression, de la même manière que dans une insuffisance valvulaire, ce n'est pas l'orifice régurgitant qui pose problème, c'est le volume régurgitant.
Alors, nous avons entendu que les maladies valvulaires aortiques mixtes avaient un pronostic péjoratif. Nous nous sommes donc posé la question de savoir dans quelle mesure c'était les maladies valvulaires aortiques qui emportaient le morceau, qui faisaient peser le poids de la surcharge hémodynamique. Et en fait, 58% de nos patients avaient une insuffisance aortique d'un grade au moins 2 sur 4, pour 57% chez les hauts gradients concordants, même s'il y avait un peu plus d'insuffisance aortique de grade 3 et 4. Et lorsqu'on regarde les cours de survie, on peut voir en fait qu'il n'y a pas d'impact significatif de la régurgitation aortique au-delà de l'augmentation du gradient de pression. C'est-à-dire que le gradient de pression induit par la régurgitation aortique augmente, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'impact significatif de la régurgitation valvulaire aortique, même si, comme on peut le voir dans le graphique de droite, ces patients étaient opérés avec une insuffisance aortique un petit peu plus précocement. Donc oui, impact de la régurgitation aortique, mais uniquement via l'augmentation du gradient de pression. Alors nous avons voulu savoir quel était le score calcique de ces patients, puisque l'on sait qu'un score calcique élevé est un marqueur de mauvais pronostic et de progression plus rapide, comme diverses études nous l'ont déjà montré au préalable. Et si je reprends ce tableau, c'est pour vous montrer en fait que, comme c'est une étude rétrospective, nous n'avons pas eu accès à un score calcique pour la totalité de nos patients. Seuls 25% des patients de notre cohorte en termes de haut gradient discordant avaient un score calcique. Néanmoins, le tableau hémodynamique de ce sous-groupe de patients est tout à fait le même, haut débit, haut gradient, surface supravalvulaire, etc. Et lorsqu'on exprime le score calcique de ces patients sous forme d'un ratio, qui est le ratio du score calcique divisé par le seuil de 2000 pour les hommes et de 1200 pour les femmes, donc un ratio de plus de 1 témoigne d'un score calcique très élevé, on peut voir que la boîte orange dans le graphique de gauche qui représente le score calcique de nos patients est tout à fait similaire à la boîte brune qui représente le score calcique des hauts gradients concordants et qui est en tout cas beaucoup plus élevé que les deux autres catégories. Il en va de même sur le graphique du milieu pour le pourcentage de patients qui ont un score calcique un rapport de plus de 1 où il n'y avait pas de différence significative entre les hauts gradients concordants et les hauts gradients discordants, et comme la littérature nous l'a montré, le score calcique était prédictif, graphique de droite, sur la survie des patients. Alors, je vais terminer en mentionnant une hypothèse que nous avons pu émettre grâce à cette étude. Si nous avons un flux élevé, un score calcique élevé et un mauvais pronostic, nous nous sommes posé la question de savoir si cela ne correspondait pas en fait à ce qu'on pourrait appeler une sténose aortique pseudo-modérée. Vous avez entendu parler des sténoses aortiques pseudo-sévères, mais peut-être que ces sténoses aortiques à haut gradient, à score calcique élevé et à mauvais pronostic sont des sténoses aortiques pseudo-modérées. Je vais tenter de vous expliquer ça. Sur ce graphique, on voit la relation qui existe entre le flux au dénominateur et au numérateur, le gradient de pression. Et le petit point que vous voyez, c'est un patient à faible flux. Il a 200 millilitres par seconde de flux, il a un gradient environ de 25. Si on lui donne une dose de dobutamine et qu'il a une réserve contractile, eh bien, il va augmenter son gradient sans changer de surface. On parlera alors de sténose aortique réellement sévère, ou peut-être va-t-il augmenter un peu moins son gradient et augmenter sa surface. On parlera alors de sténose aortique pseudo-sévère. Eh bien, retrouvons maintenant nos patients avec un haut gradient discordant. De nouveau, le petit point représente un patient, 1,1 cm², un flux de plus de 300 voire 350 ml par seconde et un gradient de 50 mm de mercure. Si par une intervention quelconque, on parvenait à réduire son flux, soit il garderait la même surface, on pourra alors parler de sténose aortique réellement modérée, soit il diminuerait sa surface, image exactement en miroir de la sténose aortique à bas gradient à laquelle on donne de la dobutamine. Mais nous n'avons évidemment pas de moyen de pouvoir réduire de manière significative le débit en aigu et de manière safe en tout cas. Et donc c'est la raison pour laquelle nous pensons que le score calcique chez ces patients, s'il est élevé, pourrait être un marqueur de sténose aortique pseudo-modérée. Et nous avons d'ailleurs dans la littérature des éléments qui nous permettent de penser que cette hypothèse est plausible. Je reprends ici le travail de Claudia Bley il y a quelques années, dans laquelle nous voyons la surface valvulaire aortique en relation avec le flux transvalvulaire. Et tous ces patients représentent des sténoses aortiques à faible flux et faible gradient, à qui on injecte de la dobutamine. Et lorsque la surface valvulaire à un flux normalisé de 250 ml par seconde est infracentimétrique, ces patients sont censés avoir une sténose aortique sévère. Eh bien, regardez le patient numéro 3, on a poursuivi l'injection
injection de dobutamine, et à haute dose de dobutamine, il se retrouve avec une surface supracentimétrique. En fait, ce tableau hémodynamique, c'est celui de nos patients à sténose aortique à haut gradient discordant, haut débit, surface supracentimétrique, et si on parvenait à réduire le gradient, à réduire le flux, eh peut-être se retrouverait-on dans cette situation. Et Marie-Annick Clavel a d'ailleurs observé ce type de comportement chez 17% des patients, donc un patient sur 6 dans une cohorte de patients de 260 patients. Donc, en résumé, en présence d'une sténose aortique à haut gradient discordant, il s'agira bien sûr de détecter les causes réversibles, hyperthyroïdie, anémie sévère, fistule, etc., et de les traiter dans la mesure du possible. Un haut gradient est associé à un mauvais pronostic, quelle que soit la surface valvulaire aortique et quelle que soit la sévérité de la régurgitation aortique. Donc la régurgitation aortique impacte le haut gradient, mais au-delà de ça, n'a pas d'effet particulier. Et enfin, le score calcique élevé chez ces patients est un marqueur de mauvais pronostic, contribue au mauvais pronostic et, je pense, est un argument pour notre hypothèse de sténose aortique pseudomodérée. Je vous remercie.